bien qu'ici on ne soit pas dans le contexte d'un cours, je vais prendre une habitude qu'on commence à avoir dans les cours aujourd'hui. C'est tout simplement, de manière très rapide, pour qu'on ait tous un timing respecté, on va quand même à le respecter et à le tenir, c'est très rapidement vous demander en peut-être une phrase vos attentes ça c'est la thématique générale, pardon, mais vos attentes de la présentation sur méditation et perspective en santé publique. Voilà. Si vous voulez bien commencer, peut-être en une phrase ou un mot, ou dire absolument. Je suis psychologue formée à la méthode Emilschnell et je souhaiterais pouvoir aller en santé publique, développer des programmes pour les enfants. D'accord. Donc je voulais savoir dans quelle mesure votre présentation, vos approches pouvaient... Alors, ce ne sera peut-être pas purement, strictement dans les éléments que je vais présenter. Alors, les éléments ne sont pas faits pour tenir une heure, mais le but c'est qu'après on ait un temps de discussion. Donc éventuellement, faites-moi un signe pour un élément d'indissage et de rappel que vous avez une interrogation importante qui est la méthodologie que l'on peut avoir sur l'évaluation. Voilà. Et la méthodologie qu'on peut avoir sur l'évaluation, en fait, elle est celle de ce qu'on appelle en santé publique et en épidémiologie le champ des thérapies non conventionnelles. Voilà, donc ça veut dire que ne faut pas se focaliser sur les mots, n'ayons pas peur des mots, il faut juste savoir qu'il existe une méthode pour appréhender la méditation comme une thérapie non conventionnelle et c'est en train de bouger au niveau national, donc réjouissons-nous. Moi, c'est pour connaître justement l'état des lieux entre méditation et puis en santé publique. Conférence. Bonjour, j'ai pas d'attente particulière. Ok, donc open mind. Ok, très bien. Par curiosité, et puis pour poser des questions sur ce que vous appelez interoception, proprioception. Viscéroception, qui fait partie de la famille, il y a un complément stéroception, si vous voulez, de la famille, voilà. Ok, on pourra en reparler. C'est une notion sur laquelle on va revenir, c'est trouver les mécanismes et les processus. Jean-Claude, je te laisse parler. Je redoute tes questions. Est-ce que vous avez eu par exemple, l'État, en tant que tel, et puis dans le niveau de santé publique, leur vision de la méditation. Oui. Alors, je me suis prêté un petit exercice, parce qu'en fait j'ai trouvé récemment, ça date de 2015, donc c'est pas très vieux a priori, on a le même calendrier. J'ai trouvé une publication scientifique qui fait état de quelles sont les formes de méditation existantes. Vous verrez que la science a raisonné là-dessus, et quand certains me disent oui mais je ne suis pas favorable, on a entendu ça déjà dans plusieurs ateliers ou plénières, je ne suis pas favorable à la méditation parce que je n'ai pas envie d'enseigner le dharma aux enfants, je ne veux pas de bouddhisme dans mon association, à l'école, à l'hôpital. Vous verrez que la méditation, pour reprendre l'expression d'un ancien président de la République, le bouddhisme n'a pas le monopole de la méditation. Voilà. Quelles sont vos attentes sur cette présentation éventuellement? Je sais pas, peut-être avoir une vision un peu... J'avais l'impression que tu allais donner une vision un peu méta de ce qui se passe de l'état des lieux. Si tout se passe bien. C'est tout à fait. Alors, moi je travaille dans le social et j'ai envie d'introduire la méditation dans ma pratique professionnelle et j'ai besoin d'éléments tangibles sur lesquels m'appuyer pour pouvoir défendre ce projet. D'accord. Voilà. Donc il y a la notion aussi d'efficacité par la preuve. Oui, c'est ça. Ouais. Ça, la santé publique, c'est important parce que derrière l'idée c'est qu'il y a une santé publique, donc une préoccupation, j'avance un peu dans ce sujet, il y a une préoccupation sociétale derrière, et la société, il faut qu'elle puisse s'assurer que ça fonctionne, éventuellement que ça ne dysfonctionne pas, c'est un critère important, de la même manière que lorsqu'il s'agit pour un système de santé de mettre une molécule sur le marché pour éventuellement un vilain rhume, que cette molécule puisse fonctionner. Si cette molécule ne fonctionne pas, est-ce qu'elle est vraiment pertinente à mettre sur le marché? Alors si en plus elle fait plus de dégâts qu'autre chose, la question d'importance, vous comprenez, se pose d'autant plus. Mais d'arriver, je vous prends un peu au vol comme ça, est-ce que vous avez une attente particulière sur cette thématique de la santé publique et de la méditation? Personnellement, je travaille dans une mutuelle. D'accord. Ok, très bien.
Moi, je suis psychologue clinique, je travaille au centre de médecine du sommeil, je travaille avec les patients et des troubles du sommeil. Je suis portugaise, je travaille à l'hôpital à Coimbra et je vais apprendre comment introduire la méditation en ce moment. On se poursuit très très vite pour ensuite qu'on se dégage un temps de questions et d'interaction à la fin sur ce qui n'aura pas été présenté ou ce que vous aurez besoin d'approfondir. Pour éviter les incompréhensions, compte tenu de ta formule, donc Jean-Claude Chaise, je suis un des acteurs de la mise en place de ce protocole de même présence avec Mme Denis depuis l'origine. J'en ai eu la responsabilité du programme jusqu'à cet été. Et je suis là pour pouvoir faire une synthèse de vos questions, pouvoir participer à l'élaboration de l'ouvrage. Donc moi je suis là, mais je ne suis pas volontaire, je suis désigné d'office. Mais Arnaud, on se connaît depuis beaucoup de temps et je pense que c'est comme ça que tu vas enfin croiser Arnaud. D'où la formule, je redoute tes questions. Parce que l'expert est peut-être... Alors vous croyez. Très rapidement, si vous voulez bien. Alors, moi, j'aimerais simplement mieux comprendre les résultats, les découvertes. D'accord. Okay. Voilà. Laura, c'est dans la partie avancée scientifique et en santé. Moi aussi, j'ai pas d'attente particulière, mais tout ça me passionne. Je suis psychologue à l'hôpital, enfin, je travaille en addictologie. Et je travaille aussi sur une recherche avec le labo de psychopatho d'Aix-Marseille. Et justement, enfin, sur le... alors c'est une méditation différente, c'est le yoga, c'est une méditation sur le corps. Et comment on peut appréhender la naissance, la gestion des émotions différemment par le yoga. Et je suis très intéressé par, en particulier, l'articulation, émergence de la pensée et émotion. Qu'est-ce qui précède? Et je n'ai pas une question assez précise, mais voilà, je voulais déjà voir comment vous travaillez. Oui, moi je voyais un petit peu l'intérêt de savoir un peu l'état de la recherche en termes de prévention, peut-être, mindfulness, préventif. Oui, il y a cette dimension-là, il y a une dimension éventuellement curative, hein, soigner un problème, soulager un symptôme. Alors, pour celles et ceux qui ne sont pas familiarisés, je dois reconnaître, et je m'en excuse au nom de la communauté psychologue, il y a des fois des prises de position pour vous contaminer, il y a des chapelles. Néanmoins, voilà, sur la question de soigner, pas soigner, soulager, voilà, il y a des débats. Néanmoins, on peut se rejoindre quand il s'agit vraiment de raisonner en termes d'intérêt pour un patient. Et puis, il y a le soin, mais il y a aussi la prévention. Alors, il y a plusieurs types de prévention primaire, prévention secondaire. Et il est vrai que ce sont des programmes dans lesquels la prévention prend une place tout à fait importante. Je vous demande de faire très vite les autres pour voilà, me dire très rapidement, peut-être un mot, vos attentes sur cette présentation. Je suis intéressée par les questions de burn-out et comment la méditation peut intervenir et comment quels sont les tas de vos recherches sur ça. Alors, qui n'est pas encore parlé? Je serais intéressée pour savoir le lien entre les traumatismes psychologiques qui peuvent être intégrés avec l'ado dans l'enfance et les émotions et les pensées. Parce que, à mon sens, le vécu personnel est complètement lié. C'est lié la cognition et les émotions, oui. Le vécu traumatique qui a été verrouillé à un moment et qui ressort par des émotions disproportionnées. D'autres attentes à faire part? Sinon, je vous propose qu'on démarre. Et puis, comme ça, vraiment, on se libère un temps de parole pour la suite. Alors, avant toute chose, et c'est là qui est un des challenges de la santé publique pour ce qui s'intéresse à la méditation, c'est essayer de définir, parce que faire de la recherche, qu'elle soit théorique ou qu'elle soit ensuite interventionnelle ou de suivi d'efficacité, nécessite de savoir sur quoi on va travailler, sur quoi va porter notre intérêt, notre attention pour établir dans le domaine. Alors, définir la méditation, et là je vous ai mis cette petite présentation qui, je ne comprends pas que je vais retrouver sur internet, mais qui en fait montre des termes qui sont ceux en lien avec la méditation, ceux qui sont en lien avec
la thématique de la méditation, certains sont des synonymes, mindfulness et méditation, mindfulness et attention, c'est meditation et attention, mais aussi des termes connexes, qu'est-ce qu'on met en lien avec la méditation ou avec la mindfulness. Ça peut être le stress, ça peut être la dépression. Donc on est dans une nébuleuse, ce qu'on pourrait considérer comme étant finalement une nébuleuse sémantique. Alors on a quelques difficultés, si on fait un topo de nos difficultés pour aborder la question, c'est que la mindfulness renvoie à plusieurs concepts, la mindfulness renvoie à plusieurs processus, et ça c'est un point très important parce qu'aujourd'hui, la recherche en psychopathologie, en neurosciences, c'est un peu dommage, je suis obligé de dire en psychopathologie ou en psychologie et en neurosciences, alors que dans d'autres approches, dans d'autres pays, on dirait la recherche en sciences humaines de manière plus large, mais pour cibler des disciplines qui des fois ne sont pas toujours mises ensemble, voilà, s'intéresse à une approche par processus. Qu'est-ce qui fait que le phénomène est en marche, qu'est-ce qui fait qu'il fonctionne, qu'il dysfonctionne, qu'il participe à l'amélioration, à la détérioration d'un état, quelle est la mécanique qui est en jeu. Donc la mindfulness n'est pas un seul mécanisme, c'est pas un seul processus. Donc, vous voyez, quand on va parler de mindfulness, des fois on va avoir un discours sur les processus, et non pas sur le processus, sur les processus. Alors à partir de là, la question c'est, ok, lequel? Et notamment dans une présentation qu'a pu vous faire Emmanuel Barbochon, on comprenait bien que le contexte scientifique impose une certaine manière de fonctionner, certaines contraintes, mais ces contraintes sont en fait le reflet d'une rigueur. Nous on passe par un réductionnisme expérimental, on va s'intéresser précisément quelque chose qui fait partie de la mindfulness pour voir si ça fonctionne. C'est par là qu'on doit passer. Le problème qu'on peut avoir, c'est que ce réductionnisme expérimental nous amène parfois à un réductionnisme clinique. C'est-à-dire que cliniquement, on va peut-être aussi focaliser juste sur un élément de la mindfulness, peut-être pas la totalité de la mindfulness. Alors il y a des intérêts et il y a des inconvénients à ça. Mais sachez que c'est ce qui fait aussi que lorsque des chercheurs, des cliniciens, psychologues, psychiatres, psychothérapeutes, éducateurs, ou autres, en tout cas personnes qui ont un intérêt pour la thématique et la pratique et l'application de la mindfulness, et bien des fois tout le monde n'arrive pas à s'entendre ou en fait à faire référence aux mêmes choses, puisqu'il y a déjà plusieurs concepts, il y a plusieurs processus, il y a plusieurs traductions, et ça dans l'histoire des sciences c'est un phénomène récurrent, c'est qu'il y a plusieurs traductions. Vous prenez les premiers manuscrits de médecine dans l'Antiquité, certains sont partis de l'araméen, sont partis ensuite en latin, sont ensuite, grec, après latin, ils ont été traduits entre-temps en arabe, et puis ils sont partis en Europe pour être traduits dans ce qui se rapproche le plus de l'anglais, puis du français, puis après ils ont été retraduits en arabe, et puis c'est marrant, c'est pas du tout je ne veux pas dire la même chose, pourtant a priori, vous avez cité là-dedans, on voit le problème. Et alors en français, je pense qu'on est un peu vraiment bloqué par ça, parce que les mindfulness, qu'est-ce que mindfulness? Le terme le plus fréquemment associé, c'est méditation ou alors pleine conscience. Dès mes premières rencontres avec la Madonie ou avec Jean-Claude Chaise, j'ai compris que finalement, un terme plus exact est peut-être celui de pleine présence. Et aujourd'hui, du point de vue des concepts que j'essaie de manier d'un point de vue de la recherche, du point de vue aussi de la pédagogie que j'essaie d'avoir pour parler de ces phénomènes-là, mais aussi de la pratique clinique que je peux associer à ça, le mot présence est beaucoup plus important que conscience, à mon sens. Et mon sens dit encore aussi peut-être dans la nébuleuse. Mais un truc très, très fréquent, c'est consciousness, c'est la conscience. Awareness, ça peut être des aspects de conscience, mais ça peut être aussi l'éveil. Alors éveil, conscience, alerte, vigilance. Alors nous, voilà, on a plusieurs pratiques et finalement pour mes confrères qui ont consoeurs qui ont une application thérapeutique, vous savez qu'il y a plusieurs méthodes, plusieurs pratiques, plusieurs programmes, plusieurs protocoles. On en a évoqué deux tout à l'heure, MBSR, MBCT. Je vous montrerai ceux que la littérature scientifique récemment met en avant comme étant les protocoles sur lesquels la science peut travailler. Ça ne veut pas dire que c'est exclusif. Ceux qui n'ont pas encore existé ou ceux qui ne sont pas encore communiqués ne sont pas dans la boucle. Ils le seront peut-être un jour. En tout cas, ça vous permet aussi de voir que lorsque on vous parle, peut-être dans la presse, peut-être dans les médias, d'études sur la mindfulness, sur la méditation, sur la pleine conscience, pleine présence, sachez que ce n'est peut-être pas forcément une technique ou l'adaptation d'une technique que vous-même vous allez pratiquer ou que vous exercez ou que vous enseignez. Ça répond à certains cadres, il faut choisir un élément dans la nébuleuse, mais pas avec le terme négatif de nébuleuse. J'entends pas comme ça. Et ça envoie à plusieurs applications. Mindfulness pour qui? Pour des patients qui ont un besoin, qui ont un symptôme à soulager. Au contraire, pas du tout pour des patients, pour monsieur, madame, tout le monde, c'est pas la même application. Pour des adultes, pour des enfants,
pour des personnes âgées. On n'est pas tous les mêmes à différents âges de la vie, au cas où, enfin j'espère ne rien vous apprendre, en tout cas désolé si c'est un choc, il faut le savoir, il faut l'accepter. Et forcément vous n'allez pas demander à un enfant la même chose en termes d'attention, de concentration, de mobilisation et de conscience de soi qu'à un adulte qui a déjà plus de capacité, d'équipement neurobiologique à le faire. Et puis lorsqu'on veut appliquer la mindfulness auprès des personnes âgées, entre une personne âgée qui a toutes ses facultés mentales, cognitives, intellectuelles, tout ça comme vous voulez, et à l'opposé une personne âgée qui aurait commencé à avoir une dégradation de ce qui est impliqué dans la conscience de soi, vous voyez bien que vous n'allez pas avoir la même pratique et la même application de la mindfulness. Donc une proposition de réponse, c'est de réduire ces inconvénients de la polysémie en se focalisant sur un ou des objets définis de la mindfulness. Donc c'est ce que je vais essayer de faire à présent, c'est peut-être prendre d'autres concepts ou d'autres mots, mais sachez qu'ils sont en lien avec la thématique de la mindfulness au regard de ce que propose la littérature scientifique. Très intéressant, alors ça vient de la langue pali, il me semble qu'on dit comme ça. Mindfulness, alors c'est deux chercheurs, enfin c'est une équipe de chercheurs qui récemment, je ne vous ai pas menti, a essayé de revenir au fondement en sciences psychologiques de la mindfulness. Attention, vous avez peut-être d'autres sciences, ou alors en dehors du champ de la science, d'autres traditions qui vous proposent une définition, un sens, une étymologie de mindfulness. Ça viendrait de ces deux mots, que je n'ose pas forcément prononcer, sans les écorcher, et qui en fait renvoie à deux termes anglais, je fais exprès de vous mettre les termes anglais, awareness et clear comprehension. Donc clear comprehension, je pense que c'est peut-être le mot qui nous pose le moins de problèmes, et encore que, on peut s'adonner à quelques interprétations. Pour celles et ceux qui veulent, je mettrai à disposition le diaporama, sans souci. Alors une compréhension que, alors c'est pas dire elle est claire versus obscure ou choses comme ça, c'est clair au sens elle est complète, elle est optimale. Et awareness, ça peut envoyer aux notions d'activation, d'éveil et de conscience. Si vous cherchez, si vous prenez un dico franco-anglais, vous aurez même encore d'autres mots, mais c'est plutôt à ça que l'on fait référence, et aussi d'un point de vue des mécanismes neurobiologiques, c'est à ces trois composantes de l'awareness ou du sati que l'on fait référence. Et ça donne ensuite mindfulness. Mindfulness, qu'est-ce que c'est? C'est une manière d'être attentif et présent, pleinement présent, à ce qui se passe. Et non pas forcément quelque chose qui reviendrait à dire pleinement conscient, parce que j'ai rien contre le terme de la pleine conscience, c'est inconscient, mais il a peut-être des fois une dimension très verbale, ou qui va nous emmener dans des aspects beaucoup plus métapsychologiques, alors que l'idée c'est d'être dans une connexion du moment présent, et on va pouvoir davantage discuter de ce qu'est l'interoception, c'est-à-dire de la conscience de soi, de son corps, de ses états, de ses variations corporelles au fil du moment. Donc il faut être présent avec ça. Et une anecdote que je vais vous raconter, elle concerne à nouveau Jean-Claude, c'est qu'une fois en discutant avec des pratiquants d'un retour d'expérience, tout le monde était relativement content et satisfait, donc c'est aussi valorisant pour quelqu'un qui anime quelque chose ou qui participe à l'animation. On se dit ça a séduit, ça a marché. Bon, l'idée c'est de comprendre ce qu'en ressentaient un peu plus les personnes. Déjà c'est bien, c'est peut-être pas assez. Et peut-être te souviens-tu, quelqu'un dit moi c'était génial, j'étais pleinement conscient. Ah bon, comment vous avez-vous senti? Ah, j'étais vraiment absent, j'étais vraiment là, j'étais vraiment connecté. Qu'est-ce que j'étais bien? Ok. Alors quand après j'entends des collègues qui disent vous allez développer ça à n'importe quel moment parce que vous allez avoir une pratique nécessaire et suffisante qui va vous le permettre au hasard au volant, et j'attends d'être pleinement absent au volant. Hein. Enfin, vous voyez, on commence déjà à être dans la prévention. Donc porter attention, avec patience et bienveillance à ce qui se produit et parvenir à cela par une pratique d'exercice de méditation. Shapiro, qui est un auteur qu'on retrouve assez régulièrement dans cette thématique-là. Bon, il introduit encore une autre notion, l'attention, donc là au niveau cognitif, au niveau neurobiologique, tout ce que vous voulez, on commence à peu près à avoir des données là-dessus. La patience et la bienveillance, c'est là aussi on est dans une limite de la neurobiologie. Ne cherchez pas l'aire cérébrale de la patience et de la bienveillance, sinon on va peut-être régler déjà plein de soucis au niveau sociétal. Par contre, bon, donc je passe là-dessus, mais ça montre qu'il y a aussi une dimension intrapersonnelle. Il faut être dans cet état-là pour un moment, être dans cette pratique-là. Si on porte attention sur ce qui est négatif, sur ce qui est nocif, sur ce qui est... Voilà,
On ne va pas forcément avoir l'objectif d'amélioration de la qualité de vie, parce que ça fait partie de ça, la méditation santé publique, premièrement, mais aussi cette dimension interpersonnelle, donc la bienveillance, l'empathie, la compassion pour soi et pour autrui. Donc il y a une dimension d'état, d'induction dans laquelle on doit être au niveau intra- et interpersonnel. Et puis il y a la notion de pratique d'exercice de méditation. Et ça, c'est une dimension très importante. C'est peut-être aussi pour ça qu'à un moment j'ai eu cet intérêt pour vraiment remplacer le terme pleine conscience quand on peut par pleine présence. C'est que pleine présence, pour moi, renvoie déjà quelque chose de beaucoup plus expérientiel. On peut être pleinement conscient très verbalement, pleinement présent très verbalement, c'est beaucoup plus difficile, en tout cas pour ce qui concerne ces sensations, ces émotions. Et de là, vous voyez, on est dans une démarche expérientielle, et l'expérientiel, ça s'entraîne, ça travaille. C'est des choses qui ont déjà été évoquées, qui le seront encore. Il y a une notion d'entraînement, il y a une notion que certains appellent la neuroplasticité, qui va d'ailleurs rendre compte à cette chose. Alors je vais essayer d'avancer un petit peu plus vite. Je vous disais, une méditation, est-ce que c'est une pratique universelle spirituelle? On la retrouve dans la tradition hindoue, on la retrouve dans la méditation kabbalistique dans la tradition judaïque, on la retrouve dans ce qu'on appelle la prière contemplative dans la tradition chrétienne, on la retrouve dans la tradition de l'islam avec la méditation soufie. On a, indépendamment d'objets de croyance, par exemple avec les 3 religions du livre, il peut y avoir des méditations qui sont symboliques, agnostiques, l'homme, la nature, un grand architecte de l'univers, ce que vous voulez. Et puis on est un peu rentré, on a ce qu'on appelle dans la presse les médias, les marronniers, donc on voit souvent des choses sur spiritualité et religion, et puis petite illustration de la franc-maçonnerie au passage. Donc ça on le retrouve dans la littérature, c'est l'objet d'une méditation. Donc on voit bien qu'il n'y a pas le monopole de la méditation dans la tradition hindoue qui serait quelque chose où vraiment on aurait commencé à trouver une méditation purement orientale et qui serait exclusive. Ça a une notion contemporaine. Et puis on peut reconnaître la méditation fantastique. Pourquoi ne pas croire en la force? La force, sentir la force, c'est redouter le côté obscur. Donc je me suis permis de vous mettre peut-être l'éminent représentant, l'éminent guide, à savoir Maître Yoda. Alors, qu'on soit bien clair, et ça a été souvent un point où on s'est accroché avec quelques collègues, psychologues, psychiatres ou non, en tout cas, enfin, professionnels de santé ou non, qui était, mais à quel moment, alors à laquelle de ces spiritualités ou à laquelle de ces courants de méditation se rattachent les programmes en santé? J'espère que vous avez une idée de la question, une idée de la réponse, qui à mon sens est aucun. Aucun. Pas plus quelque chose d'hindou que de maçonnique, que de Star Wars, que de, vous voyez, c'est pas ça le but. Et c'est bien ce qui a été soulevé par plusieurs intervenants, ce qui constitue un obstacle parfois, c'est qu'on associe quelque chose qui est issu d'une tradition et de mouvements spirituels avec la question du religieux. Il n'est pas question d'être ici dans un questionnement sur le religieux. Donc la santé publique n'ira pas là-dedans. On voit beaucoup un certain Kabat-Zinn qui s'est intéressé à le mindlessness. Et le mindlessness, c'est peut-être ce vers quoi la mindfulness va permettre d'agir. Alors juste pour vous définir dans les grandes lignes, c'est ces états où il y a les pensées intrusives, on peut le mettre dans une perspective clinique, les pensées intrusives, les ruminations, c'est-à-dire que les pensées s'imposent à soi, elles tournent en boucle, un certain état de passivité, c'est-à-dire qu'on perd une dimension d'activité dans sa vie, dans son quotidien, c'est ce que la psychopathologie traite par certains concepts qui vont être une forme d'anédomie, de perte de plaisir, une forme d'aboulie d'apathie, de perte d'énergie et d'élan vital, et puis des états de détresse, de stress, d'anxiété, de dépressivité, de dysphorie, bref, des états où les émotions négatives sont particulièrement importantes et prégnantes. Alors, mindlessness peut trouver dans la modélisation de Kabat-Zinn une réponse avec une expérience par la mindfulness qui est centrée sur le moment présent, qui est dénuée de jugement, qui est attentive, et attentive, je l'ai fait exprès de mettre plusieurs sens, ce n'est pas que la vision, et qui passe par une dimension d'acceptation. Et ça c'est vraiment un point important, on voit que du coup, cette dimension de pleine présence de mindfulness va être déjà sur 4 types de processus, en quelque sorte, et ces processus ils peuvent être autant des processus qu'on va considérer comme étant des processus relativement de base, des processus psychophysiologiques,
centrer son attention, c'est quelque chose d'assez basique, mais ça peut être des choses beaucoup plus psychologiques, métacognitives, c'est-à-dire avoir un retour sur soi, être dans l'acceptation, donc être aussi parfois dans un type de pensée, un mode de pensée qui est associé à ça. Et là, il y a une définition par Bishop qui est la mindfulness pour la science et la santé. Ce serait un état de conscience de ses émotions, de ses sensations et ses pensées. Les anglophones peuvent vous faire un package avec le mot feeling, mais bon, voilà. Alors, il avait fait l'effort en VO de détailler les trois mots, donc je vous remercie beaucoup. Un état de conscience, sans élaboration particulière, sans jugement, avec une compréhension et avec une acceptation des ressentis en tant que tel. Le ressenti, il est là. Il est là. Et c'est aussi parfois un mouvement auquel on peut assister, c'est il faut être dans un ressenti positif à tout prix. Non, il n'y a pas à se forcer, il n'y a pas à se mettre automatiquement sur un mode. Déjà, il y a une émotion, il y a une sensation, elle est là, telle qu'elle. Je la prends, je fais avec. Et c'est déjà une chose différente que de se mettre dans un autre mode. Et c'est un premier palier par lequel il faut passer. Alors, je vais avancer un petit peu pour vous dire qu'on peut avoir, au regard de la santé publique, plusieurs domaines d'application. La santé, c'est-à-dire dans le dysfonctionnement de l'état d'un individu, c'est-à-dire lorsqu'on tombe dans la maladie, eh bien, d'une certaine manière, la méditation peut aider. Un cas assez fréquent, c'est par exemple dans le cadre des problématiques cancéreuses ou dans le cadre par exemple de douleurs chroniques. On a la thématique particulière de la santé mentale. Donc, la méditation peut avoir un intérêt dans des problématiques de santé mentale, les troubles anxieux, les troubles dépressifs, des troubles d'abus de substances, de consommation de substances, on arrive dans ce champ d'addiction, des troubles neurodéveloppementaux, dont l'un des plus emblématiques s'appelle le trouble du spectre autistique, dans la 5e version du DSM. Et puis un concept qui tend à être de plus en plus mis en avant, qui est la santé mentale positive, c'est-à-dire travailler non pas sur la pathologie, sur le déficit, mais travailler sur les ressources et être aussi dans la vision non pas du déficit, mais du moyen d'action, du levier que l'on a pour rétablir le fonctionnement et aussi prévenir, je reviens à la notion de prévention, prévenir le dysfonctionnement. Cette présentation sera un petit peu plus accidentée santé mentale. C'est une thématique centrale en santé mentale. Pourquoi? Parce que la régulation des émotions est un composant essentiel de la santé mentale et du bien-être. C'est tout bête, mais encore fallait-il le dire, et le publier en 2005. Mais la régulation des émotions, c'est un élément important. Et je vous l'ai dit, dans la mindfulness, on a un intérêt particulier qui est porté sur la conscience de ces sensations et de ces émotions. Et ça, c'est particulièrement intéressant parce que si vous prenez, alors, il est périmé depuis quelques jours, le DSM-4-TR, donc la 4e version qui était dans sa 3e révision du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, qui était édité par l'Association américaine de psychiatrie, qui donne le là sur la catégorie des maladies, qu'est-ce qui les constitue, comment elles doivent se manifester, etc., et qui est après repris dans ce qu'on appelle la CIM par l'Organisation mondiale de la santé. Si vous prenez le fameux DSM, et nouvellement, la version 5, depuis quelques jours en vigueur en France, puis qui a été traduite et diffusée, vous voyez en fait que la perturbation émotionnelle concernerait plus de la moitié des troubles mentaux. C'est-à-dire que dans plus de la moitié des troubles mentaux, il y a une perturbation émotionnelle. Bon, si un jour vous amusez, si vous n'êtes pas un amusement parce que c'est votre travail, vous feuilletez le DSM, vous verrez qu'il y a une large palette de troubles. C'est normal que peut-être l'émotion ne soit pas centrale. Parce que j'aurais tendance à dire 100%. Donc dans le DSM-4, il y a ce qu'on appelle les troubles cliniques dans l'axe 1, les retards mentaux et troubles de la personnalité dans l'axe 2. Ça n'existe plus dans le DSM-5, sachez que les troubles cliniques et les troubles de la personnalité n'existent plus au regard du DSM-5. Et si on reste dans cet ancien référentiel, l'axe 1, en fait, comportait 100% de troubles émotionnels et l'axe 2, 50 à 60%, selon les critères de décision faits par les chercheurs. Donc les émotions sont centrales, et puisque les émotions sont centrales et qu'elles sont intégrées à la mindfulness, là, ils voient un intérêt, mais avec la question qui est de savoir quels processus psychologiques sont en jeu et quels mécanismes neuronaux sont à l'origine de tout ça. Donc on va avoir un angle d'attaque de cette thématique de la mindfulness
avec ses applications et son intérêt en santé publique, sous l'angle des émotions et de la régulation des émotions. J'espère que vous l'aurez compris, les émotions, c'est vraiment central dans le fonctionnement ou les dysfonctionnements de l'être humain. C'est pas évident, mais tous les psychologues ne sont pas d'accord là-dessus, par exemple. Quel processus a un ensemble de fonctions dont on a déjà un petit peu parlé, qui s'appelle les fonctions exécutives, qui renvoient à des processus de haut niveau de traitement de l'information. C'est des mécanismes d'attention beaucoup plus élaborés que des attentions basiques et physiologiques, par exemple, que des notions d'éveil. Voilà, c'est l'attention, c'est la planification, c'est l'organisation, c'est le déploiement de différentes stratégies. Alors, on sait que dans la mindfulness, on va solliciter les fonctions exécutives, mais on va aussi renforcer les fonctions exécutives. C'est-à-dire que si vous essayez de comprendre comment vous allez rendre efficiente la méditation, la mindfulness, vous allez voir que ça va passer un moment sur des stratégies, sur des capacités d'organisation, ne serait-ce que par le fait de ne pas anticiper, de ne pas organiser plus que ça, et par être pleinement attentif, pleinement présent. Donc vous savez que c'est par là que vous allez faire fonctionner la méditation. Et au fil de la méditation, vous allez voir que si vous évaluez ces fameuses fonctions exécutives grâce à des bilans neuropsychologiques avant, et si vous les évaluez à la sortie, vous allez voir que, a priori, en moyenne, de manière significative, mais ce n'est qu'une notion statistique, elles sont améliorées au fil de la méditation. Pour celles et ceux qui ont assisté à l'atelier d'Emmanuel en fin de matinée, il y a eu cette notion de programme entre 5 semaines et un autre programme qui était à 5 plus 7 semaines. Juste pour revenir là-dessus, aujourd'hui, de ce qu'on sait de la neuroplasticité, on sait par exemple qu'à partir de 6 semaines, on crée des voies cérébrales, on crée des automatismes, on crée des habitudes. Hein, c'est ce qui fait aussi que par exemple, si vous voulez prendre une habitude, au début, mettre un post-it ou s'en souvenir régulièrement, il faut que je pense à faire ça, il faut que je fasse ça. Et puis, à un moment, il n'y aura plus besoin, parce qu'on crée des nouvelles connexions, on crée des nouvelles voies. C'est un élément que je mets là dans la discussion pour signaler qu'une séance de méditation ne fera pas augmenter vos fonctions exécutives, et si vous voulez faire un peu de méditation pour doper votre attention, vos stratégies, etc., par exemple, juste avant un examen, sachez que c'est foutu. La science, la psychologie, tout ça ne peut rien pour vous. C'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus engageant. Alors, il y a l'attention, la flexibilité. Pourquoi la flexibilité? Pour des notions de décentration, et ça c'est important, notamment pour l'empathie. Et je vous le disais, l'empathie, la relation à autrui, c'est aussi une question de perspective, tout simplement. C'est ce qui fait aussi qu'on arrive à être moins centré sur sa problématique et à prendre en compte la perspective d'autrui. La mémoire de travail, ce qui nous permet de voir des informations en mémoire de manière très vive, très active pendant un court laps de temps, et ça c'est essentiel, par exemple, quand vous voulez retenir une information. Ça nécessite une composante attentionnelle et de stratégie de planification, donc on voit concrètement en quoi ça peut aider. Et ça a déjà été montré chez Monsieur et Madame Tout-le-Monde. C'est un bon point, c'est-à-dire qu'on peut s'améliorer sur ces dimensions-là, qui sont des notions essentielles au fonctionnement. Pour faire un petit parallèle avec la neuroanatomie, tout ça c'est majoritairement lié à ce qu'on appelle le cortex frontal, qui est une des 5 grandes parties du cerveau, sauf qu'elles ne sont pas toutes égales. Cette partie qu'on appelle le cortex frontal, c'est un tiers de la masse corticale. Vous voyez, tout ça c'est quand même un tiers de nos capacités frontales. Donc ça marche chez Monsieur et Madame Tout-le-Monde, ça vient doper entre guillemets, beaucoup de guillemets d'ailleurs ça. Mais ça marche aussi dans des contextes de psychopathologie, c'est-à-dire chez des personnes qui ont des troubles de l'attention ou de la flexibilité, ça peut permettre de participer à la rééducation, même si on manque de données dans ce domaine-là pour trop de raisons. Et ça vient aussi jouer, bien évidemment, sur des phénomènes de conscience corporelle et d'interoception, c'est la perception et les sensations au niveau interne. Extéroception à l'extérieur, interoception à l'intérieur. Alors pour ceux qui ont déjà fait un petit peu de méditation, je pense que ça ne vous étonne pas, ces éléments-là. Et les mécanismes neuronaux qu'il y a derrière, alors dans une étude qui s'intéressait à The Dispositional Mindfulness, l'attitude mindful, a montré que quand on était pleinement présent, la capacité à être pleinement présent était inversement associée à l'activité de l'amygdale, qui est une petite... L'amygdale qui est le petit noyau au centre du cerveau, au niveau temporo-interne, dans ce qu'on appelle notre lobe limbique, notre centre émotionnel, qui est d'ailleurs quelque chose qu'on partage avec beaucoup d'autres espèces vivantes, et notamment les mammifères, tous les mammifères, et qui sert en fait à nous alerter. C'est une espèce d'alerte, de décharge sur par exemple, un événement émotionnel tel une menace. Donc on voit que
plus on est pleinement présent, moins on est dans des phénomènes d'alerte qui sont notamment pour certains types d'activation de l'amygdale liés à une sensibilité permanente au danger. À l'hippocampe gauche, alors l'hippocampe, c'est la deuxième illustration, c'est une autre aire, c'est une autre structure cérébrale qui est très interne, particulièrement importante dans la mémoire. D'ailleurs, certains disaient à un moment que c'était le cœur d'une célèbre pathologie qu'on appelle la démence de type Alzheimer, puisque les patients ont ce qu'on appelle des profils de troubles cognitifs hippocampiques. Donc on voit que plus on est mindful, moins on a une structure de la mémoire qui est activée. Ça peut paraître évident, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais tout simplement, si on est pleinement présent, on est peut-être déjà moins dans le souvenir. Donc peut-être que la mémoire est un petit peu moins sollicitée. Et au lobe temporal antérieur médian droit, qu'on appelle l'aire de Brodmann numéro 38, vous êtes ravis de l'apprendre si vous ne le savez pas, sachez surtout que c'est une aire qui associe, qui traite l'association des informations émotionnelles et mnésiques. Ah, ça tombe bien, parce que juste avant, on avait des aires émotionnelles et mnésiques. Donc non seulement les centres principaux de l'émotion, les centres principaux de la mémoire, et ce qui vient les coordonner, les articuler, les mettre dans notre cognition, dans notre raisonnement, etc., sont un peu moins activés. Donc ça, c'est une notion assez importante. Là, on est sur des notions qu'on appelle fonctionnelles, c'est-à-dire que ce sont des zones du cerveau qui fonctionnent un peu moins, qui consomment moins de ressources. C'est juste qu'elles travaillent moins, elles ne se modifient pas. Ça, je veux dire, vous êtes ravis de le savoir. Inversement associé à des structures frontales, cette fois-ci, vous voyez, là j'étais au départ dans des aspects beaucoup plus internes du cerveau, on a essayé de voir avec une petite animation qui n'est pas de moi, mais que je trouve sur internet, les choses qui se passent à l'intérieur. Si on est à la surface, on s'en appelle le cortex, l'écorce, on a 3 aires cérébrales majeures qui sont moins associées à l'attitude mindful, à la pleine présence. C'est le gyrus frontal inférieur, donc souligné de marron, c'est la mémoire de travail, ce qui est impliqué dans la syntaxe. Et oui, c'est-à-dire que vous êtes peut-être moins en train de travailler, de manipuler plein d'informations, de les avoir dans, par exemple, ce qu'on appelle le calepin visuospatial, la boucle phonologique. C'est un peu une mémoire, c'est un peu la RAM de l'ordinateur, la mémoire vive de l'ordinateur. L'aire de Broca, BA44, qui est l'aire par excellence de production du langage. Alors sachez aussi, et ça c'est un phénomène assez magique que l'on sait avec les travaux sur l'empathie, les neurones miroirs et tout ce qui porte de la perception et de l'action, c'est que nos aires du cerveau qui permettent de parler, par exemple production de langage, l'aire de Broca, donc qui est une aire ici en antérieur frontal, temporal frontal gauche, s'active lorsqu'on parle, puisqu'on s'active quand on produit du langage, elle fait son boulot, jusque-là, rien de neuf sous le soleil. Mais elle s'active aussi, non pas lorsqu'on produit le langage, comme je suis en train de le faire, mais lorsque l'on parle de manière subvocale, lorsqu'on parle dans sa tête. Alors, effectivement, si on essaye de faire entre guillemets le vide sans être pleinement absent, et pour être justement pleinement présent, on va peut-être un peu moins se parler. Un peu moins se parler, mais finalement, il ne s'agit pas de penser. Alors, subvocaliser n'est pas penser. La distinction entre langage et pensée, c'est quelque chose d'un peu plus complexe. On y reviendra après. Parce qu'en fait, c'est focalisé sur un objet. Et c'est focalisé sur un objet qui est en fait notamment association corporelle. C'est pour ça qu'on a des aires interoceptives qui sont impliquées. Et puis le traitement sensorimoteur, oui, parce qu'on est peut-être moins en train de traiter les informations sensorielles et motrices de toutes parts, puisqu'on est pleinement concentré sur soi. Ça ne veut pas dire que ces aires-là ne s'activent plus et sont en vacances, ça veut juste dire qu'elles sont moins activées, moins mobilisées, peut-être dans une moins grande proportion, peut-être sur moins d'objets, que par rapport à ceux qui n'ont pas l'attitude de pleine présence. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve après, là aussi, sur des associations entre des activations. Là, on a la structure amygdalienne, l'amygdale droite. On voit que l'amygdale droite est d'autant plus activée que les personnes ont des scores de dépression élevés. Quand je vous parlais tout à l'heure aussi des émotions et des états qui sont associés, vous en avez là un élément qui participe à mettre ça en avant au niveau méthodologique et scientifique. Et résultat qui peut paraître aussi bizarre, c'est que cette même amygdale droite s'active moins au fur et à mesure qu'on est dans une disposition mindfulness. En fait, ce sont les mêmes personnes qui ont passé les mêmes échelles, donc ça se croise entre guillemets, ça pourrait, en d'autres termes de la science, être un effet d'interaction, sauf qu'on ne peut pas modéliser dans toute l'imagerie cérébrale. En tout cas, on ne pouvait pas à l'époque des logiciels utilisés en 2010. Mais toujours est-il que ça veut dire quoi? Ces centres d'alerte émotionnelle sont plus activés lorsqu'on a une symptomatologie dépressive, sans forcément être un patient dépressif, mais tout simplement être un peu moins en forme, un peu plus de blues, ce qu'on appelle la dysphorie ou la dépression subclinique.
et en même temps cette amygdale cérébrale s'active un peu moins au fur et à mesure qu'on est pleinement présent. Voilà ce qui met un peu de l'eau au moulin, ceux qui veulent dire que ça peut avoir un effet dans la symptomatologie dépressive. Et c'est positivement associé au cortex singulaire antérieur, qui est une aire du cerveau qui est en fait à la jonction entre les structures corticales et les structures limbiques, et qui est impliquée certes dans le contrôle moteur, mais aussi dans l'attention, la motivation, dans un autre concept qui est un peu tabou, qu'on n'aime pas trop, mais qu'heureusement on s'autorise à employer, qui est le concept de l'introspection. Pas inintéressant que plus on soit mindful, plus on ait des aires cérébrales impliquées dans la motivation, l'attention et l'introspection qui s'activent. Vous voyez que là on est aussi dans un argument assez intéressant. Et puis le cortex préfrontal dorsomédien qui est impliqué dans le contrôle cognitif des tâches. Pourquoi? Alors, on a en fait des aspects très attentionnels, parce que lorsque vous êtes en disposition mindful, si on peut dire comme ça, vous êtes capable de déplacer le spectre attentionnel. Vous avez peut-être déjà tous essayé dans la pratique de se focaliser sur une émotion, sur une sensation, et puis après sur une autre, et puis après d'avoir la vision la plus périphérique possible, et puis après de revenir à un élément. Donc en fait tout ça c'est ce qui permet de déplacer le filtre attentionnel. Et excusez-moi, oui. Et avec le contrôle moteur, c'est quoi le contrôle moteur? Alors, c'est un contrôle moteur alors qu'il n'y a pas d'action motrice. C'est là où c'est génial, mais c'est parce que il y a, par exemple, lorsqu'il y a des images, une visualisation qui est associée, par exemple, vous vous déplacez dans un endroit agréable et vous ressentez ci, vous ressentez ça, eh bien, ça va comporter une dimension motrice, même si elle n'est pas exécutée. Mais à l'intérieur, elle est présente. C'est tout ce qu'on appelle le réseau de la perception-action. Hein, ce que l'on perçoit ou ce que l'on fait, on le constate. Et ça, vous en entendrez parler dans la présentation d'Emmanuel demain. Un binôme sérieux. Est-ce que c'est lié aussi à ce qu'on peut dire la marche en pleine conscience ou les activités de pleine conscience qui sont en activité motrice? Oui. Sauf que là, pour le coup, on est dans c'est de l'imagerie cérébrale fonctionnelle, donc c'est ce qu'on appelle l'IRM-F, plus précisément. Donc on est dans un truc où il faut le moins bouger possible. À l'époque où je faisais l'IRMF et je faisais passer moi-même mes patients, j'étais toujours un peu gêné parce qu'il fallait tellement pas bouger. J'en mettais un gros scratch sur la tête, et pour peu que la manipulation, l'expérimentation dure un peu longtemps, au bout d'une heure et demie, il y avait une grosse marque de scratch. Et n'importe qui repassait dans les locaux après, on savait d'où il venait. Excuse-moi, juste, tu dis donc en fait ça change le fonctionnement du cerveau. Oui. Mais je croyais que ça changeait aussi la structure du cerveau. Oui. Or, tu disais que ces zones étaient, elles se modifiaient pas, qu'elles étaient moins ou plus activées, mais qu'elles se pas dans les résultats que je présente là, c'est ça que je veux dire. D'accord. Mais dans ce qui sera notamment présenté demain, c'est juste que ce que je voulais faire comprendre aussi, c'est que pour le coup, la dimension fonctionnelle par rapport à la dimension morphométrique, morphologique, ça on peut l'avoir dès le début pour le coup. C'est pas forcément de la neuroplasticité, c'est tout simplement que vous demandez à votre organisme de faire quelque chose de particulier, qui est de parler, de bouger la main droite, d'imaginer qu'on bouge la main droite, ce qui fera activer les mêmes aires, de se concentrer sur telle ou telle chose. Vous allez voir une aire du cerveau qui va s'allumer sur l'écran de l'IRM. Ça veut dire quoi? C'est un contraste désoxy et oxyhémoglobine. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'organisme a consommé plus de sucre, plus de ressources. C'est ça en fait, l'IRM fonctionnel. Et c'est du traitement informatique, ce qui me permet de vous faire passer un message. Ne croyez pas les séries télé lorsque le magnifique docteur avec sa magnifique assistante voit les choses s'activer en direct sur l'écran. C'est faux, ou alors c'est la charlatan. Changer de médecin rapidement. Non, ça demande un long travail pour en fait calculer la différence de consommation de ressources par rapport à une résonance magnétique de certains types de cellules sanguines. Alors de là à dire, ça explique comment fonctionne le cerveau. Attention, c'est juste qu'à un moment, il y a un peu plus de sucre qui est consommé à un endroit du cerveau. C'est pas encore vrai. C'est encore différent pour le coup de ce que tu soulignais, à savoir la plasticité, c'est-à-dire à force de le faire, la fameuse aire qu'on a vue, par exemple le cortex singulaire antérieur, exactement, va se modifier. Ça peut être aussi le cas du cortex insulaire antérieur, cette petite aire cérébrale qui ressemble à une île, d'où le nom d'insula, qui va, par exemple, gagner en volume ou réduire en volume selon qu'elle soit sollicitée ou pas. Mais ça, pour le coup, il faut un entraînement. Et l'un des grands exemples qui avait montré ça, c'était
les chauffeurs de taxi londoniens qui, à force de faire les mêmes circuits, avaient des structures cérébrales qui s'étaient modifiées, notamment des structures cérébrales en lien avec l'orientation temporo-spatiale. Donc notre cerveau n'est pas un muscle, il ne s'agit pas de dire que c'est un muscle, ne cherchez pas la salle de muscu des cerveaux, ce n'est pas ce que vous trouverez non plus dans le cabinet des psy ou des neuropsy, mais l'entraînement cérébral, en tout cas, lui, pour le coup, ça marche. C'est de l'entraînement, c'est pas de la muscu. Oui. Et en cas, par exemple, de dépression prolongée, est-ce que la plasticité des amygdales, par exemple, est-ce qu'il y a une dégradation de cette plasticité observable sur vos images? Alors, sur les images, il y a un double phénomène qui vient être un peu le pendant de ce que je viens de vous expliquer. Je vous dis que si on fait des choses, ça marche mieux, ça s'active plus, ou le volume augmente. S'il y a des choses qui fonctionnent moins, ça s'active moins, voire ça réduit un petit peu. Alors pour le coup, c'est dramatique, parce qu'on essaie de dire que le cerveau c'est pas un muscle, mais c'est tellement simple et tellement sympa de passer par une métaphore musculaire. Mais c'est comme un muscle qui devient atrophié à un moment. Alors là où il y a des soucis, c'est que sur le long cours, les connexions peuvent se perdre. Mais c'est aussi un élément important, j'anticipe sur la suite, mais on est dedans, c'est que cette dimension expérientielle par la pratique qui va relancer une machine au niveau neurochimique et après au niveau des activations, c'est ce que vous voyez avec les tâches de là, mais aussi sur la taille des structures cérébrales. Dans certains cas, dans certaines pathologies, sur certains processus et sur certaines aires cérébrales, et il faut avoir un raisonnement très précis, c'est pas dans la vie en général, malheureusement, ou heureusement, mais c'est malheureusement, la pharmacologie ne peut rien. On sait que contre certains symptômes, ce qu'on appelle dans certaines pathologies symptômes négatifs, les médicaments sont très peu efficaces. Et notamment sur ces aires de motivation, d'attention, d'interoception. Par contre, la pratique, l'expérience peut relancer la machine. Donc on sait que l'expérience peut relancer une machine biologique que la biologie elle-même, lorsqu'elle est pharmacologique, lorsqu'elle est chimique de synthèse, n'arrive pas à relancer. Un exemple très concret, dans 3 pathologies, dans la dépression, dans certaines formes de schizophrénie, attention, je n'ai pas dit la schizophrénie en général, dans certaines formes de troubles autistiques, je n'ai pas dit l'autisme en général, et d'ailleurs, pas toutes les dépressions non plus, comme ça, j'ai des couvertures nécessaires, mais en fait, vous avez un déficit dans 2 neuromédiateurs, la sérotonine et la dopamine, donc qui sont des choses qui impliquent les états positifs au niveau de l'humeur, la motivation et une certaine activité générale. Donc ce qu'après on appelle nous les symptômes négatifs avec l'anédonie, l'apathie, la boulie. Eh bien on se rend compte que certains médicaments ne fonctionnent pas bien. Par contre, le fait de proposer de l'exercice sportif, de la technique de relaxation, du contrôle respiratoire, rien que ça, déjà ça vient reconnecter certaines choses. Attention, c'est pas la solution miracle, parce qu'en certains cas, l'être humain est un être complexe, dynamique, et ça peut venir perturber d'autres choses. Ça vient faire bouger les lignes sur d'autres aspects. On ne vous dit pas, on a trouvé la solution à tous les problèmes dans le monde. Non. Par contre, on a trouvé une voie d'accès, certains leviers qu'on peut activer, pour lesquels des fois la pharmacologie ne peut rien. C'est pas vraiment une parenthèse, mais c'est un peu comme si nous je la refaire pour avancer. En disant quelle approche, elle a une approche laïque, donc ni celle de Bouddha, ni celle de Yahvé, ni celle de Jésus, ni celle de qui vous voulez. C'est une approche laïque, donc technique. Et voilà en fait les différentes formes de mindfulness qui sont retrouvées dans la science. La MBSR, la MBCT. Donc la MBCT, c'est celle qui a intégré des aspects de mindfulness, de relaxation, de conscience corporelle, de gestion du stress à la thérapie cognitive. La thérapie cognitive qui va travailler sur les pensées, les biais cognitifs. C'est un peu ce que disait tout à l'heure la collègue de Tenerife en disant il y a une pensée qui dit que je suis laid, que je suis moche. L'idée c'est de travailler sur la structure de ces pensées. C'est pas lui dire non, tu n'es pas moche. Non, c'est plus compliqué que ça. C'est qu'est-ce qui m'a amené à penser ça, qu'est-ce qui peut m'amener à penser différemment. Ça passe souvent, et c'est un des chevaux de bataille des thérapies comportementales et cognitives, ça passe souvent par une exposition aux pensées dysfonctionnelles ou une exposition aux situations anxiogènes. Et bien finalement, si on est un peu équipé contre les mauvaises manifestations du stress et de la détresse, ça peut aider à mieux s'exposer. Donc en fait, on associe la technicité cognitivo-comportementale, notamment cognitive, avec les pratiques de mindfulness.
c'est aussi... Alors là, j'ouvre une parenthèse qui n'était pas prévue, mais qui est irrésistible. Avec la collègue de Londres, elle me dit c'est pas trop compliqué de faire de la recherche sur le mindfulness en France. Je lui dis si, je dois l'avouer. Et encore les temps ont changé, les lignes ont bougé. Et elle me dit nous c'est terrible en Angleterre parce que notamment les TCC nous pilonnent et nous empêchent de faire de la recherche comme on voudrait. Ah, je lui dis, mais non, en fait, c'est parfois les TCC qui nous permettent d'en faire. En traversant la Manche, on peut avoir des différences. Et à une époque où j'ai pu commencer à m'intéresser à ça, déjà on m'a dit, des neuropsychologues, des scientifiques, ne touche pas à ça. Ne casse pas ta carrière. En gros, elle expliquait ça à un mec qui s'appelle Varela, je crois. Je pense que lui, il a bien compris le créneau, et ses descendants aujourd'hui aussi. Premièrement, et deuxièmement, alors, il y a les scientifiques qui étaient contre, et puis ceux qui étaient peut-être une approche moins scientifique, avec beaucoup de guillemets, de la psychologie, de la psychothérapie, qui se réfèrent à un référentiel de psychanalyse, de psychodynamique, aussi étaient très contre, en disant mais pourquoi faire tout ça alors que finalement tu vas chanter, tu vas court-circuiter la voie de la pensée, la voie du langage. Et il y a eu un bouclier psychanalytique en disant mais nous n'avons pas les mêmes signifiants, nous n'avons pas les mêmes référents. Il est hors de question que la psychanalyse un jour s'associe à ça. Vous voyez, on a un exemple, Ronald Pain, finalement, pour qui ça fonctionne. Et puis, pour avoir eu le plaisir de rencontrer un mouvement qui est celui de la neuropsychanalyse, neuropsychoanalysis, l'an dernier aux États-Unis, pour eux, il n'y a pas de raison d'avoir une guerre des tranchées, d'avoir des étiquettes et des cases. En fait, si à un moment, travailler sur la structure cérébrale en lien avec une technique de relaxation tout en travaillant sur ce qu'un truc qui s'appelle le surmoi vient faire dans les relations interpersonnelles, si tout ça ensemble, ça permet d'avancer au service du patient, et bien grand bien nous fasse et surtout nous fasse, et tentons-le. C'est ça finalement l'approche intégrative. Donc c'est un petit point que je disais tout à l'heure, les barrières, les freins ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Les autres thérapies, alors l'ACT a été notamment développée pour les grosses difficultés de régulation des émotions, et notamment dans le trouble de la personnalité borderline, ce qu'on appelait en référence français les États-Unis. On a dans des aspects de forte exposition à la sensation corporelle. Alors ça veut dire quoi? Vous avez plusieurs programmes, vous avez aussi plusieurs applications, et que vous ne pouvez pas dire voilà, j'ai un patient et je peux appliquer n'importe lequel des 5, voir ce que ça donne. Non, pas du tout. Si vous avez quelqu'un qui est plutôt dans une déconnexion avec ses émotions, ses sensations, je ne suis pas d'avis de recommander quelque chose d'hyper en connexion. Je pense que vous allez avoir un côté explosif. Ça va pas le faire. Voilà, un mouvement de la psychanalyse qui travaille sur les aspects de relations interpersonnelles et d'attachement en lien avec le référentiel freudien notamment, et néo-freudien, mais tout en utilisant la pleine présence, la pleine conscience, et puis des aspects qu'on appelle dialectiques, là aussi pour des thérapies plus cognitives, donc ça je le passe, et puis comme vous aurez accès, si vous voulez, c'est notamment sur le truc de la personnalité. Comme vous aurez accès au diapo, vous pourrez avoir les détails. Alors, aujourd'hui en santé mentale, on a des éléments de preuve, ça ne veut pas dire qu'on a des choses irréfutables, mais on a des éléments, en tout cas, d'efficacité qui se démarquent d'une stratégie de contrôle, c'est-à-dire que faire une stratégie de mindfulness qui peut répondre à l'une des méthodes précédentes marche mieux que de ne rien faire, marche peut-être un peu mieux que de faire autre chose, et peut marcher mieux, statistiquement à nouveau, ce n'est que des stats, ce ne sont que des seuils finalement, que ce qu'on appelle l'effet placebo. Donc ça marche dans ce qu'on appelle le trouble anxiété généralisé, ce qu'on appelle aussi le TAG dans notre petit jargon. Le TAG a une particularité, c'est que c'est un trouble anxieux dans lequel les personnes sont dans ce qu'on appelle l'inquiétude généralisée et les ruminations permanentes. Et forcément, on voit bien l'intérêt d'une pleine présence pour quelqu'un qui est dans la rumination et les inquiétudes permanentes. Alors, sachant qu'aussi une grosse partie des tags sont caractérisés par des préoccupations somatiques. Ce qui explique aussi pourquoi les techniques thérapeutiques du tag sont parfois les mêmes que pour l'hypocondrie, puisque la préoccupation pour son état est importante. La phobie sociale, donc un trouble dans lequel on est sensible aux remarques d'autrui, aux évaluations d'autrui, mais aussi à toutes les situations évaluatives, ce qu'on appelle l'anxiété de performance.
et qui donne dans des formes, chez les plus jeunes, ce qu'on appelle la phobie scolaire. L'état de stress post-traumatique, en faisant très attention sur ce qu'on appelle l'état de stress post-traumatique, sur la nature du trauma, sur l'ancienneté du trauma et sur le fait qu'il s'agit bel et bien cliniquement d'un état de stress post-traumatique caractérisé et non pas d'un état de stress aigu ou d'un trouble de l'adaptation. Pourquoi je vous dis ça? Parce que notamment dans des très bonnes réflexions et des belles intentions qui étaient pour certains de dire mais ben voilà, si on sait que la mindfulness, la méditation marche pour l'état de stress post-traumatique, si on a une population qui est particulièrement à risque pour le stress post-traumatique, au hasard, les GI, eh bien, formons-les tous à la méditation pour qu'ils soient moins en état de stress post-traumatique, parce que qui dit état de stress post-traumatique dit arrêt de travail, éloignement du terrain, coût économique, et nous voilà rattrapés, et donc du coup, risque de perdre la guerre, nous voilà rattrapés par d'autres considérations, donc recentrons dans nos fonctions exécutives. Vous voyez bien l'intérêt de ça, sauf que, autre proposition était de dire, voilà, si jamais il y a le moindre trauma, on dégaine la mindfulness, on dégaine la méditation pour tout de suite ça aille mieux. Et là en fait ce que certains ont vu c'est malheureusement un effet inverse qui était un renforcement de la trace, c'est-à-dire qu'il venait renforcer la trace du trauma et quelque part venir impacter très fortement les pronostics de guérison. Hein, donc il faut faire attention à ce qu'on fait, d'où l'intérêt aussi d'avoir une vraie démarche diagnostique. L'abus de substance. Alors l'abus de substance avec des choses qui marchent bien pour éviter d'abuser de certaines substances, qu'elles soient licites ou illicites. Je veux dire, ça peut être autant le tabac que des drogues dures. Mais là aussi, où c'est intéressant, c'est que ça marche dans la prévention des rechutes. Donc c'est aussi intéressant lorsqu'on veut aider quelqu'un à aller mieux, parce qu'on a une mission de santé, de l'aider à aller mieux sur le coup, mais aussi de l'aider à ce que ça dure. Parce que si elle est sortie du cabinet, il se fume. C'était génial pour lui de ne pas fumer de cigarettes pendant l'heure de consultation, ce qu'il n'arrive pas à faire d'habitude. Mais il fume un paquet dans le quart d'heure suivant. Parlons de la rechute. C'est un très long terme. Plus sérieusement, là, ces soucis sont du long terme. Et ce qui est intéressant, c'est que ces techniques-là marchent aussi il y a eu un essai clinique, ce qui est assez rare, qui a été réalisé chez des personnes, des ados qui présentaient des déficiences intellectuelles, donc pour lesquelles on pensait que apprendre des stratégies, apprendre des techniques, c'était pas possible, parce qu'il y en a trop déficients intellectuellement. En fait, en ayant pris le temps, en ayant adapté la méthode, déjà ils ont réussi, hein, ils ont eu les bienfaits de la méditation, une réduction du stress, de l'anxiété, meilleure présence, meilleure contrôle corporel, et ça a diminué leur consommation de substances, ça a même descendu au niveau zéro au bout de assez loin, c'était pas en 10 jours, c'était plutôt au moins 12 semaines si je dis pas de bêtises. Ça a diminué et ça s'est maintenu à 3 mois et à 6 mois, en ayant arrêté la méditation. Enfin, en ayant arrêté le training, si vous voulez. Après, eux avaient aussi conscience que ça fonctionnait bien. Et ça avait aussi fait bouger les choses sur un autre domaine qui était les troubles du comportement agressif, notamment. Donc, parce qu'en ayant aussi hétéro-agressif, en étant aussi plus connecté avec soi-même, finalement, ils avaient eu moins de comportements agressifs vis-à-vis d'autrui. Les troubles du comportement alimentaire, dans lesquels on retrouve notamment les phénomènes d'hyperphagie, on retrouvera dans les troubles boulimiques, dans certaines formes de maladie mentale. L'épisode dépressif majeur, avec également une prévention des rechutes et une prévention des risques suicidaires, et c'était pour ça d'ailleurs que la MDCT avait été mise sur pied au départ. Enfin, il y avait un intérêt particulier sur l'épisode dépressif majeur, ou ce qu'on appelle dans le langage courant la dépression. Et la plupart des troubles de la personnalité, alors c'est toujours compliqué les troubles de la personnalité, parce qu'il y a des troubles de la personnalité qui ne viendront jamais consulter, puisqu'ils considèrent qu'ils n'ont pas de problème, mais c'est tout le problème. Pas forcément autant, mais concentrez-vous sur ceux qui veulent rechercher une aide et qui en fait apprécient dans ces protocoles-là en fait la part d'autonomisation qu'ils peuvent en retirer. C'est souvent aussi un retour d'expérience. Je vais avancer très vite. Et la gestion de la douleur chronique, très très important. C'est pas forcément de la santé mentale, mais ça peut en faire partie parce que on sait que les phénomènes de douleur peuvent amener à décompenser l'un de ces phénomènes-là. Enfin, en tout cas, au niveau des substances, on a commencé à avoir un peu trop de médicaments pour sa douleur. Et puis un goût de rien dit pour certaines molécules, et puis d'autres aspects plus anxio-dépressifs.
En santé somatique, la douleur chronique à nouveau, dans différents contextes, la fibromyalgie, les stress et les effets secondaires de l'oncologie, donc tout ce qui est lié en fait à la problématique psychosociale, mais aussi d'effets secondaires et d'effets indésirables des traitements du cancer. Les troubles cardiovasculaires, parce que tout simplement, on commence à de mieux en mieux décrypter les phénomènes de régulation du système parasympathique qui vient réguler, par exemple, le rythme cardiaque, la tension artérielle. Donc, on peut comprendre que ça puisse aider notamment les gens hyper tendus et à risque. Le diabète, les syndromes du côlon irritable, alors avec un petit cocorico local, puisque des équipes de Chambéry et de Grenoble travaillent là-dessus, et notamment une remarquable collègue, Sonia Calissier. Et tout ce qui est associé en fait à la problématique du sida, il y a quelques données qui apparaissent dans ce domaine-là, pour deux choses en fait, pour, vous imaginez bien le traumatisme que peut représenter l'annonce d'un diagnostic HIV, pour aussi bien supporter des fois la lourdeur de traitement tri ou intérim. Et puis dans ce qu'on commence à voir comme étant un champ de la santé mentale positive, c'est pas un terme farfelu, hein, c'est un terme qui fait partie des nouvelles recommandations de l'Organisation mondiale de la santé dans le cadre de son plan de, si je ne dis pas de bêtises, 2015-2020, j'ai peut-être un petit bug sur les bornes, mais en tout cas. Donc excusez-moi, oui. Donc c'est tout récent ce nouvel intérêt pour la pensée positive dans l'approche psy. C'est-à-dire de partir aussi de ce qu'on peut développer comme trait lumineux, comme aspect lumineux de la psyché, plutôt que de traiter les dysfonctionnements. Le fait que ça existe, le fait qu'on s'y intéresse, c'est pas le 12 septembre à Carmaline que vous le découvrez et que ça n'existe pas. Et regardez, il y a une publication qui date de 2007, on commençait déjà à en parler. C'est le fait qu'on l'intègre dans la problématique de santé publique. En disant, à un moment, on peut peut-être aussi s'intéresser aux ressources de la personne, et la personne, c'est aussi quelqu'un avec peut-être une difficulté, un déficit, mais aussi peut-être avec un certain nombre de ressources qui permettent d'avancer. En santé mentale, il faut aussi entendre souvent, je fais des raccourcis pas beaux, mais il faut aussi souvent entendre le champ de la psychiatrie. Mais par exemple, dans d'autres champs, et qui sont les champs auxquels j'ai été formé au départ, ceux de la neurologie traumatique, on le sait ça finalement. Quand on veut rééduquer un patient qui a eu un traumatisme crânien, qui a fait un AVC ou qui a une tumeur à un endroit, on sait aussi qu'on va chercher, on va regarder, suite à son problème, qu'est-ce qui fonctionne moins bien au niveau cognitif, l'attention, mémoire, langage, raisonnement, parce que toute une batterie, ça prend plusieurs heures à diagnostiquer. Mais pour bien comprendre ce qui est impacté, et dans quelle mesure il va avoir besoin d'aide dans son quotidien, si la personne n'arrive pas à planifier les choses, ne lui demandez pas d'être un ouvrier derrière des machines dangereuses où il y a des séquences, parce que ce qui se passe, c'est que souvent, vous voyez les patients 6 mois plus tard, non plus avec un problème cérébral, mais qu'un bras amputé. Je vous assure que c'est véridique. Hein. Ou alors, ils reviennent plus tard, mais en fauteuil roulant cette fois-ci, parce que, mais ils ont pris le volant, ils sont plantés. Vous voyez mais on a aussi cette habitude, dans ce champ-là, d'aller chercher les ressources des personnes pour dire, voilà, cette capacité-là, elle peut permettre d'être une béquille pour une autre. Et dire, on va entraîner aussi quelque chose. On va pas, des fois en plus, ce qui est impacté n'est pas réversible ou pas tout de suite. Ça prend du temps, la réorganisation cérébrale après un choc ou après un traumatisme ou après une atteinte. On a déjà cette habitude-là. Là, on commence à découvrir ça dans le champ de la santé mentale, donc plus de la psychiatrie. Et puis aussi se dire que la santé mentale, la qualité de vie, ce n'est pas qu'une affaire de médecine, ce n'est pas qu'une affaire de psychiatrie, ce n'est pas qu'une affaire de blouse blanche, etc. C'est aussi, dans différents contextes, et par exemple, l'intérêt est porté à une grande thématique aujourd'hui qui est celle du burn-out et qui nous amène dans le milieu du travail, par exemple. Donc stress et trait d'anxiété, je n'ai pas parlé de troubles anxieux, je n'ai pas parlé de maladies anxieuses, de maladies du stress. Stress et trait d'anxiété, en gros, nous, l'être humain, monsieur et madame tout le monde, ne me dites pas, on est tous différents à ce niveau-là, c'est des différences interindividuelles, mais on a tous aussi des caractéristiques qui nous rendent plus ou moins vulnérables. C'est des grands débats sur le trait, l'état, mais en tout cas, ne me dites pas que vous n'avez jamais ressenti un minimum de stress ou d'anxiété. Menteur. D'ailleurs, ça me stresse parce que je connaissais pas le mot. Donc on a la preuve. L'affectivité négative et la dysphorie,
c'est-à-dire pas besoin d'être dépressif, hospitalisé ou sous traitement par antidépresseurs pour bénéficier de techniques qui permettent d'aller mieux, de bénéficier du bien-être et du meilleur qualité de vie. Les difficultés interpersonnelles et empathiques, pas la peine d'avoir un trouble de la personnalité bien marqué, bien cogné, qui fait quelqu'un de vous impossible à vivre, pour bénéficier de techniques et pour voir que ça fait du bien et que ça améliore ces dimensions-là qu'on peut mesurer par exemple, la tendance à aller vers autrui, ou la prise de perspective d'autrui, ou par exemple la prise en considération, la mise en résonance de ces états qui sont... Et puis, le phénomène d'illumination, parce que l'illumination, c'est pas quelque chose que seuls les anxieux connaissent. A priori, tout le monde, à un moment, connaît un épisode de l'image. Et quand vous dites pas la peine, mais quel est le professionnel de la santé mentale qui va s'intéresser à des troubles légers et préconiser ce genre d'approche par le positif? Ça va notamment être tout un champ qu'on appelle celui de la psychologie de la prévention et de la psychologie positive, mais ça va être aussi, au-delà du psychologue, d'insuffler ces approches-là, ces techniques-là. Des fois aussi la police peut donner ce genre de conseils. Au bout d'un certain nombre de fois qu'on revoit quelqu'un... Voilà aussi pourquoi, par exemple, dans le domaine, dans certains domaines, ce ne sont pas forcément des psychologues cliniciens, des psychopathologues qui sont embauchés pour appliquer ces techniques-là, ce sont des psychologues du travail, des organisations qui viennent de la psychologie sociale et qui vont travailler. Par exemple, tous les collègues que j'ai connus qui étaient collègues psychologues du ministère de l'Intérieur, donc des psy-flics, n'avaient pas fait clinique et pathos. Ils étaient là par contre pour gérer les relations interpersonnelles, le stress, les difficultés au travail. Mais ils avaient d'autres paradigmes, d'autres méthodes qui nous manquent à nous les cliniciens. Ouais. Quels éléments de validité en relation clinique? Alors ça c'est un élément assez joli sur lequel je vais bientôt terminer cette présentation. C'est qu'en fait, on a parlé des patients, mais il n'y a pas que les patients finalement. C'est un peu ce que disait la collègue tout à l'heure, il y a des gens en face. Et c'est vrai qu'il y a des jours c'est lourd ce qu'on vit, ce qui se passe. Et on apprend en fait quand on est clinicien, que l'on soit futur médecin, que l'on soit futur psychologue, que l'on soit futur infirmier, que l'on soit futur kiné. Enfin, là je vous dis des exemples vécus et de personnes que j'ai côtoyées qui ont eu aussi ces informations-là. C'est un moment, protégez-vous, mettez de la distance. D'ailleurs, c'est jusqu'à certains conseils. N'habitez jamais dans la même ville que celle où vous exercez, pour bien mettre de la distance. Faites vos courses à l'ouverture de Leclerc à 6h du matin, si possible, pour ne croiser personne. Mettez-vous à distance, protégez-vous. Ce qui fait qu'on arrive dans un état général qui est de coupure. Et la coupure, à un moment, c'est coupure de ce qui vient nous impacter, mais ce qui nous impacte, c'est la personne en face. C'est vous, la personne en face. Et on s'est rendu compte qu'en fait, en proposant à des jeunes médecins de pratiquer un exercice qui était en fait un dérivé notamment du MBSR, déjà ils allaient mieux, c'était moins stressés. En étant moins stressés, ils étaient plus à l'écoute d'autrui, ce qui fait que eux rapportaient « je me sens mieux, je suis plus à l'écoute d'autrui », et les patients disaient « mon médecin, sans en avoir parlé, et mon médecin est quand même plus à l'écoute. Ah, puis je me sens mieux depuis qu'il est plus à l'écoute. » Et en contrepartie, important pour un point de vue sociétal, les médecins tombaient moins malades. Je parle bien. L'hôpital est moins en crise. Voilà. Donc c'est ça où c'est particulièrement important parce que ça vient jouer notamment sur les capacités de prise de perspective et d'empathie. Ça permettait, alors pas forcément, et attention, j'insiste là-dessus, notamment parce que c'est aussi un de mes sujets et c'est un peu mon dada, c'est, attention, l'empathie ce n'est pas la contagion, ce n'est pas être une éponge qui absorbe en miroir tout ce qui se passe en face. Parce que si quelqu'un va pas bien, ça va pas aller, ma petite amie, que c'est dur. Comment vous allez faire? Moi, à votre place, je pourrais pas. Vous sentez que le degré de confiance dans la relation thérapeutique, voilà. Par contre, la prise de perspective, c'est aussi que la personne, en vous voyant capable de vous décentrer, capable de relativiser et capable aussi d'être moins sujet à des stress, va dire, s'il lui arrive, et puisque je suis en co-construction d'un projet thérapeutique avec lui, moi, je devrais pouvoir en bénéficier. Bien entendu, tout ça n'est pas aussi verbal, aussi mentalisé, puisque nous avons des systèmes cérébraux qui nous permettent de faire ça très rapidement. Un truc très joli, puisqu'on a besoin de preuves scientifiques, ça régule le taux de cortisol, donc, qui est le marqueur du stress, donc, notamment au niveau de la salive, on a des petites languettes qui permettent de voir le taux de cortisol. On a une amélioration immunitaire, donc ça c'est assez joli. Désolé à ceux à qui je l'ai raconté vite fait hier, mais en fait on a proposé une vaccination contre la grippe et on a regardé en fait la différence qu'il y avait entre
Alors certes, ceux qui étaient vaccinés, ceux qui n'étaient pas vaccinés, ça permet déjà de savoir l'efficacité du vaccin, mais au sein des vaccinés, de voir la différence entre ceux qui avaient par exemple pratiqué une technique issue de la mindfulness pour mieux gérer leur stress, puisqu'on sait que le stress a un impact sur le système immunitaire. Immunitaire, vaccin, maladie, vous avez vu le lien. Et donc en fait, la réponse immunitaire, c'est-à-dire le taux d'anticorps était plus important chez ceux qui avaient pratiqué. Au niveau cérébral, on a une mobilisation du cortex frontal gauche qui était plus importante, notamment parce qu'il s'agissait de traiter du visage émotionnel et des émotions. Alors, le cortex frontal gauche et les aspects cortex préfrontaux ventromédian gauche sont notamment impliqués dans le traitement des émotions positives. Donc, ça veut dire qu'à un moment, les aires du cerveau qui sont là pour traiter ce qui est positif, elles sont un peu plus mobilisées que celles qui sont impliquées dans les émotions négatives. Réduction de l'expression des gènes pro-inflammatoires, donc on avait même, et c'est là où c'est important, c'est là où on voit l'impact que ça peut avoir, c'est un discours PEP et un discours d'épigénétique, c'est que dans l'expression des gènes qui participent à l'inflammation, et l'inflammation fait elle-même partie de la réponse immunitaire, et bien dans ce qui permet d'aboutir à tout ça, ce qui est à la base de tout ça, dans le code génétique, on voit que ça a un effet, que ça réduit l'expression des gènes qui vont bien justement être des freins à la bonne réponse immunitaire. D'autres études montrent aussi que ça permet de réduire le stress, alors pas le stress juste je me sens stressé, je me sens bien, je me sens pas bien, mais aussi le stress cellulaire, puisque les cellules connaissent des stress, et le stress cellulaire, ça conduit au vieillissement cellulaire. Donc, c'est un discours assez important parce que vous savez que nos cellules se régénèrent, nos cellules meurent et se régénèrent, c'est un phénomène d'apoptose. C'est la mort cellulaire programmée, et puis au fur et à mesure, en fait, elles se régénèrent de moins en moins vite. Alors quand ça arrive au niveau des cellules de la peau, c'est ce qui fait qu'elles deviennent un peu plus ridées. Puis à un moment, peut-être très ridées. Parce que ça, au niveau des cellules cérébrales, ça fonctionne moins bien. Donc vous voyez qu'en fait, on ne peut pas non plus dire qu'on a l'élixir de jouvence via quelques séances de méditation par jour, non. Par contre, on sait que par toute la mécanique neurochimique en lien avec la problématique du stress et du vieillissement cellulaire, ça va ralentir les effets négatifs du vieillissement. Et enfin, une neuroplasticité, donc là c'est la taille, c'est le volume cérébral qui change au niveau du cortex cingulaire antérieur, de l'hippocampe et du cortex préfrontal droit, en fait, des régions qui sont extrêmement mobilisées dans la régulation des émotions. Et je termine là-dessus. On a des grosses limites, on a un manque d'essais cliniques et de protocoles standardisés. C'est-à-dire qu'il faudrait que les choses soient bien faites, et on va étudier, on va contrôler. En fait, tout ce cas ici, pour vous faire comprendre Emma comme étant très compliqué, eh bien, on en a besoin. Et on manque d'essais cliniques, parce que pour faire des essais cliniques, il faut avoir des financements pour, on manque de financement, il faut avoir des autorisations pour. Je ne vous cache pas qu'on peut avoir à certains égards des freins, y compris dans les sphères universitaire. Mais même dans d'autres pays, il n'y a pas de... Alors d'après, visiblement, à Tenerife et Londres aussi, d'après ce que je disais des collègues. Donc voilà, donc ça c'est un élément. Un ECR, donc un essai clinique randomisé, qui est ce qu'il faut faire quand on veut tout bien faire pour montrer que ça fonctionne, comme si on allait tester un médicament, comme si on allait tester une molécule. Un ECR, donc c'est important, c'est ce dont on a besoin, donc c'est toute cette méthodologie très rigide. Le problème, c'est que c'est rempli de biais, comparé à ce qu'on appelle le RLS, la Real Life Study. Parce que ça ne vous aura pas échappé, quand vous allez faire un essai clinique randomisé, voilà, on va tester l'effet de la méditation ou d'un type de méditation par rapport à un autre type de méditation, par rapport à une méthode de relaxation qui n'est pas de la méditation, par rapport à ne rien faire. Ok. Maintenant, il faut que des patients soient volontaires. Après, il faut que des médecins, des psychologues, des ingénieurs de recherche, ça peut faire que la personne soit volontaire aussi. Et en fait, on se rend compte que le fait d'être volontaire, c'est pas anodin. Et on se rend compte aussi que, bizarrement, là, on a fait ces essais cliniques randomisés. C'est souvent dans des grands CHU, avec des grands spécialistes, avec des grands trucs. Et puis, on montre des super résultats, des activations de cerveau, enfin, tout ce que vous venez d'endurer. On dit, ah, c'est génial, ça marche. Et puis vous dites, bon, je repars avec ça dans mes bagages, et puis j'arrive dans mon activité, dans ma pratique, dans ma vie quotidienne, et je vais le faire. Ah, tiens, ça marche pas aussi bien, tiens, c'est pas aussi contrasté. Ben oui, parce qu'en fait, vous avez des biais de sélection qui sont très importants. Les techniques sont très cadrées et ne correspondent pas forcément à ce qui se passe dans la vie de tous les jours.
on vient de terminer avec des collègues une étude sur les offres psychothérapeutiques dans la schizophrénie. Première chose qu'on voit, il y a une différence fondamentale entre être dans un milieu rural, un milieu urbain. Dans un milieu urbain, est-ce qu'il y a un CHU, est-ce qu'il n'y a pas de CHU? Il y a une différence fondamentale dans la qualité de vie, le type de diagnostic, les pronostics contre patients, qui tiennent en fait par exemple à un truc tout bête, l'âge du psychiatre, qui est mesuré par le nombre d'années depuis lequel il a passé sa thèse de psychiatrie. Et derrière ça, en fait, on regroupe les critères, son ancienneté, parce qu'il y en a qui sont anciens, mais avec qui ça se passe bien. Ah oui, mais bizarrement, ils sont dans les pôles universitaires, puis de la formation continue, ils sont sensibilisés aux nouvelles techniques et pratiques. Donc on voit qu'il y a aussi un biais. Et finalement, vous avez peut-être plus de chances de bénéficier des effets dans des endroits que dans d'autres. L'idée, c'est de comprendre la différence et de voir aussi sur le terrain comment ça fonctionne. Et est-ce que ça vaut pour les apports en termes de ces techniques, justement, aussi ce différentiel entre rural et urbain? Ça devrait, et oui, je vais conclure cette produit, ça devrait, sauf que pour l'instant on n'a pas encore l'info, parce qu'il faut monter des énormes études épidémiologiques qui durent sur plusieurs années, qui doivent supposer couvrir tout un territoire, etc. Et après ça fait des telles bases de données que le temps pour exploiter tout ça est extrêmement long. Là en 2015, je sais que ça va glisser sur 2016 pour des manques de temps, on va exploiter des données qui ont commencé à être préparées pour leur recueil, donc, qui sont issues de projets qui ont été conceptualisés en 2003. Alors un truc tout bête, c'est que sauf qu'à l'époque on avait un truc qui s'appelle le DSM-4TR, maintenant il s'appelle le DSM-5, quand en 2016 on présente ces choses, on dit mais mon gars, t'es en retard. Ben oui, mais à l'époque j'étais pas en retard. À l'époque je suis très fier d'être à l'heure. Vous voyez, donc c'est très compliqué. Donc après, et tout ça, bien sûr, demande des sous, des moyens humains, et c'est un peu un mal qui laisse. Les processus neurocognitifs sont finalement assez peu connus. Parce que ce qui est génial, c'est que vous avez peut-être retenu quelques zones clés. L'amygdale, le cortex cingulaire antérieur, le cortex insulaire, le cortex préfrontal. Sauf que il faut qu'on sorte d'un fantasme qui était le fantasme de la phrénologie, qui était le mot magique, le mot scientifique de la théorie des bosses, avec la bosse des maths. Ça n'existe pas. N'essayez pas de vous taper pour optimiser vos capacités en mathématiques. La manière que ça n'existe pas, en fait, il n'y a pas en fait, de localisation. Et en fait, l'approche localisationniste, je vous avoue, à laquelle, comme vous, j'ai été formé, ça ne marche pas. En tout cas, pas en tant que tel, pas au premier degré. C'est-à-dire, il n'y a pas une aire du cerveau qui gère une fonction. Tout comme il n'y a pas une aire du cerveau qui gère une émotion. Il n'y a pas une aire du cerveau qui gère les fonctions exécutives. Parce que certains disent, mais si c'est le cas, on va utiliser une technique qui s'appelle la stimulation magnétique transcrânienne, c'est envoyer des ondes magnétiques, ça fait pas mal, c'est indolore, c'est pas invasif, il n'y a pas de chirurgie, il n'y a pas de scalpel, il n'y a pas d'anesthésie, mais ça vient stimuler ces aires du cerveau tout seul. Donc si on fait ça, sauf que non, parce qu'en fait les aires qui font les fonctions exécutives, c'est un peu cette aire-là qu'on a ciblée avec la stimulation magnétique transcrânienne, mais c'est aussi peut-être une dizaine d'autres aires. Les électrochocs, c'est quoi? Donc, je sais pas, il y a quelqu'un de la famille qui, en psychiatrie et qui a eu des électrochocs. Ça consiste en quoi? La sismothérapie, c'est encore une technique qui consiste en fait à essayer de relancer les déficits neurochimiques, neuroélectriques par le déclenchement de chocs électriques. On ne va pas échapper, en fait, nos communications neuronales, elles passent par des messages chimiques et des messages électriques. On est une machine électrique au niveau cérébral, si on veut. C'est pour ça qu'on met des électrodes pour voir comment ça fonctionne. C'est aussi pour ça qu'on a injecté des courants électriques pour relancer la machine à certains moments. Mais alors, je ferme la parenthèse, mais c'est un petit peu en lien, c'est que pour faire ça, il faut savoir où on le fait, comment on le fait. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'en fait, il n'y a pas de processus, il n'y a pas de fonction, il n'y a pas d'aire précise au niveau cérébral. Par contre, ça marche si vous raisonnez non pas en tant que lieu, une topographie magique, mais en termes de réseau. C'est ça plus ça plus ça qui fait tel truc, c'est A plus B plus C qui fait tel phénomène, mais c'est A plus B plus D qui fait un phénomène différent du premier. Oui, c'est ça, parce que quand même, ce que vous êtes en train de dire, ça va à l'encontre de ce que vous disiez avant, avec cette dénomination d'air, et de quand même... C'est pas une contradiction. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas en prendre une isolément et déconnecter. Voilà. Le cerveau humain n'est jamais au repos. N'est jamais au repos, même quand il dort. Surtout quand il dort pour certaines fonctions. Pas d'universalité psychopathologique, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se dire voilà, ça règle le problème de toute la psychopathologie.
j'ai été extrêmement marqué, vous savez, les choses se marquent au fer rouge et ça ressort, par justement un suivi d'expérience auquel Jean-Claude m'avait invité, où finalement, quelqu'un qui souffrait de schizophrénie depuis un certain temps, avec un parcours de vie compliqué pour la personne et pour sa famille, hein, en plus médicalement, tout ce que vous voulez, mais aussi du point de vue de la stigmatisation, du point de vue de l'insertion psychosociale, tout ce qui va avec. Et ce qui se passe, c'est que vous avez un moment une famille qui vous dit voilà, mais finalement, au bout de 20 ans de traitement chez notre enfant qui a maintenant 40 ans, ça va, c'est stabilisé, mais on aimerait que ça aille encore mieux. Et puis on a entendu parler de ça, et quand on a fait ça, on a fait exploser 20 ans de traitement. Vous voyez? Parce que, en fait, non, il ne fallait pas y aller tout de suite sur la connexion sensorielle, etc. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des cas très fréquents de patients qui ont été rapportés dans la littérature, qui est, ça a développé des délires. Alors que ça faisait 20 ans qu'on essayait d'apprendre à la personne à gérer son délire, à être autonome avec son délire, et à ne plus en souffrir. Et là, la personne, dans son délire, elle s'est dit, je sens des choses, je peux sauter par la fenêtre sans risque. Sauf que non, le risque existe. Même au rez-de-chaussée, sachez-le. Une cheville peut être tordue rapidement. Des contre-indications qui peuvent être formelles, et ça j'insiste là-dessus. Certains sont dit, mais puisque certains ont montré des intérêts dans les troubles du comportement, dans certaines formes d'autisme, proposons-le à tous les autistes, sauf que ça a engendré plus de comportements auto-agressifs avec des lacérations, avec des choses assez difficiles chez des autistes. Donc on avait un peu appuyé sur le mauvais bouton. Les champs de la formation sont à développer, sincèrement. Je pense que aussi on avancera en développant la formation. J'ai finalement la chance, le bonheur, le privilège d'avoir été recruté à l'Université Savoie-Mont-Blanc, qui est le nom récent de l'Université de Chambéry, où la formation continue des psychologues et des professionnels de santé en général est au premier plan, et notamment sur ces thématiques-là. On parlait tout à l'heure de l'expérience de la formation aussi du DU à Strasbourg. C'est bien, ça existe. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi, si on regarde l'autre partie de l'information, c'est-à-dire que tous les professionnels n'ont pas accès à ces informations-là sur l'ensemble du territoire, etc. Donc il y a un vrai effort à faire. Et puis, la formation, c'est pas parce qu'on va proposer une formation à un moment qu'on aura fait toute la formation. Donc ça pose une vraie question, et à la fois dans la formation continue, mais aussi dans la formation initiale. Et sachez que ces thématiques-là, en termes de formation et de recherche, vous ne les retrouverez pas dans toutes les universités de France, de Navarre, voire même d'Europe. Mais par contre, ce qui est assez joli, c'est les perspectives qui sont interventionnelles, sur des faits, sur des processus, sur des choses bien cadrées. On ne joue pas l'apprenti sorcier, on sait aussi pourquoi on ne le ferait pas, et cela peut amener à des stratégies de prévention primaire. Par exemple, certains ont montré que ça pouvait éviter des comportements à risque, des conduites à risque, pardon, chez des ados. Donc on évite les comportements sexuels à risque, les consommations de substances, etc. Tout comme ça permet d'être dans la prévention secondaire, c'est-à-dire une fois qu'il y a eu un souci qu'on a essayé de prendre en charge, c'est éviter la rechute. Et par exemple, on commence à avoir quelques perspectives dans certains troubles comme la schizophrénie, où on sait que ça peut prévenir des rechutes, par exemple, notamment sur la gestion des voies. Voilà. Et je crois que le terme est de circonstance, merci de votre attention. J'ai été terriblement long, mais vous êtes restés, donc ça manifeste peut-être d'une part tout simplement de profonde politesse, mais aussi peut-être de votre intérêt. Si vous voulez continuer à en parler, si vous voulez aussi envoyer un email, l'adresse est là, ce qui permettra aussi d'envoyer la présentation si vous voulez. Et puis, Emmanuelle a été assez discrète ce matin sur sa présentation, mais elle a montré un logo qui est celui d'Avisa. Je vais en remettre une petite couche. Il y a un service avec Nathalie, un service de consultation qui est un groupe d'expertise scientifique sur ces approches-là et qui permet aussi d'être quelque part de la théorie à la pratique. Et montrer aussi qu'il y a des formations qui peuvent être dispensées, des pratiques qui peuvent être proposées, et ça c'est important. Avec une limitation, c'est que ça ne concerne pas une visée, et tu m'arrêtes si je me trompe, une visée thérapeutique, c'est pas un centre de soins comme si vous étiez chez votre médecin, votre psychiatre, votre psychologue traitant. C'est dans une approche aussi qualité de vie et bien-être et santé mentale positive. Vous voyez que les actes sont liés à la parole, à l'intention. Deuxième contre-indication, ça se passe à l'Université Savoie-Mont-Blanc, ce qui est formidable. Donc, ce n'est pas accessible aux étudiants, notamment pour des questions d'éthique et de conflit d'intérêt, avec
avec des gens qui peuvent un jour retrouver en bas d'un amphi, derrière un bureau ou en train de corriger une copie. Voilà, donc, pour le contacter, c'est... Et pour le contacter, Emmanuel va vous le redire. Consultation point, je vais regarder, Abisa, A-B-I-S-A, @univsmd.fr. On pourra aussi... Je crois que je devrais retrouver Abisa, c'est ABISA. ABISA. Si vous tapez aussi via Google, et voilà, Abisa, des cycles de mindfulness, des thérapies issues de programmes de psychologie positive et d'entraînement à la cohérence cardiaque et différentes choses. Et pour compléter, il y a aussi une initiative avec les collègues grenoblois, notamment le collègue de la Chantante, qui, avec plusieurs, dont des gens que vous aurez croisés ce week-end, va proposer, vous pouvez vous renseigner sur l'Université de Grenoble, une formation en psychologie positive. On n'a pas de plaquette, on peut en dire deux mots. Il y a deux choses différentes. Oui, il y a deux choses différentes. Il y a le DU de psychologie positive qui est clos pour cette année. Donc il faudra postuler pour l'année prochaine. Voilà. Et puis il y a le programme CARE. Nathalie, peut-être tu peux en dire deux mots, qui va démarrer dans le cadre d'Abisa aussi. Oui, voilà. Donc les universités de Grenoble et de Chambéry travaillent ensemble. Et donc Christophe André, pour ceux qui connaissent, Ilios Koutsou et donc Rebecca Champion de l'Université de Grenoble ont mis en place un programme de psychologie positive qui s'appelle CARE, prendre soin en gros, et on est en train d'être formés, plusieurs psychologues et instructeurs de méditation de pleine conscience, à ce protocole qui est également sur 8 semaines pour de psychologie positive.